Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray, donc de l'émission Occident. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui pour une émission assez spéciale puisqu'on profite du mois de l'histoire des Noirs du 1er février au 1er mars pour se rappeler, disons, du racisme et de la discrimination, mais avec mon ami Joseph Winston Bank, ici présent, bonjour. Bonjour, enchanté. Donc, qui est un spécialiste de la gestion et des ressources humaines, bien à propos pour notre sujet. On va essayer de dépasser, disons, le racisme qui concernait essentiellement la communauté noire pour montrer qu'en fait, on est tous concernés à un titre ou autre, soit à travers la couleur de notre peau, la religion, la culture, enfin, le fait d'être dans une capitale, d'être en province, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la discrimination prend différentes formes et ça peut être terrible. Donc, mais pour avoir une dimension plus ou moins avec une perspective historique, j'ai voulu reprendre un peu l'histoire rapidement, sans m'attarder trop, mais sur la discrimination, donc l'esclavagisme d'une façon générale, qui, dès les premiers siècles de l'ère de l'écriture, c'est-à-dire 5000 ans avant Jésus-Christ, enfin 5000 ans d'histoire, dont une période avant l'ère du christianisme, on voyait qu'à l'époque grecque et romaine, surtout en Italie par exemple, 30% de la population était esclave. La Grèce considérait toutes les civilisations ou les communautés en dehors des cités comme des barbares, les berbères, ceux devenus après. Et il a fallu attendre plusieurs siècles pour que, grâce à la philosophie, grâce au christianisme et l'accumulation de certaines valeurs, on dépasse ces préjugés pour reconnaître l'individu en tant que tel, avec sa valeur universelle. Mais il faudra attendre la Magna Carta anglaise, la Révolution américaine et la Révolution française pour voir affirmer la liberté des droits de l'homme et l'égalité entre les hommes et les femmes et l'universalité de ces valeurs, mais qui sont réduites puisque tous les pays dans le monde ne sont pas des démocraties, mais au moins on répand cette valeur essentielle du respect de chaque individu. Alors, en particulier, la controverse de Valladolid qui a été très important pour le déclenchement de façon massive de l'esclavagisme noir, puisqu'ils ont décidé que les Indiens d'Amérique du Sud, ça c'était l'Espagne et le Portugal, avaient décidé que les Indiens ne devaient pas être mis en esclavagisme parce qu'ils considéraient que c'était des hommes et des femmes à part entière. Donc ça a été pendant 1 an ou 2 ans une conversation. Et ça a déclenché malheureusement la traite occidentale, d'une part. Alors, d'après les travaux de Tidjane Ndiaye, on parle de 9 à 11 millions d'esclaves noirs qui ont été importés en Amérique du Sud et du Nord, dans différentes îles aussi. Par contre, il affirme aussi que la traite arabo-musulmane, on parle de 17 à 20 millions d'esclaves, avec la complicité parfois de rois locaux, mais qui avaient un peu la particularité de castrer les Noirs, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas se reproduire. C'est ce qui explique pourquoi Obama a pu devenir président des États-Unis, parce qu'il y a quand même 70 millions de Noirs américains qui sont la plupart du temps descendants d'esclaves. Alors cette perspective historique étant dite, la France a mis du temps, parce que ça a été aboli en 1794, mais le Code noir de Napoléon a rétabli l'esclavagisme en 1802 et il a fallu attendre 1848 pour enfin voir l'abolition être affirmée, au même moment d'ailleurs que Francis-René de Chateaubriand décédait. Alors, je voulais insister, alors je vais parler rapidement de Tidjane Ndiaye, mais je voulais insister sur une dimension historique de ce racisme et de ce préjugé fondamental qui est la reconnaissance de l'apport de la civilisation africaine à la civilisation égyptienne, en particulier le livre Nation, nègre et culture de Cheikh Anta Diop, qui est un anthropologue dans les années 50, qui a été très contesté, mais que maintenant ses travaux sont reconnus, jusqu'à donc justifier et expliquer pourquoi certaines statues, alors l'hypothèse ça serait le sphinx, mais pourquoi certaines statues ont le nez cassé, justement pour cacher l'identité négroïde de certains pharaons, et sur plusieurs centaines d'années, ce n'est pas seulement été 1 ou 2 générations. Donc ça veut dire implicitement que la civilisation africaine a été au fondement de la civilisation grecque et romaine, qui est au fondement de la civilisation occidentale. Et ça, c'est un des aspects de la discrimination et du racisme, qui a été jusqu'à l'aboutissement d'une négation
d'un apport d'une civilisation et d'une communauté à notre civilisation occidentale, par exemple. C'était un exemple que je voulais faire. Alors, Monsieur Joseph, Monsieur Houston, alors, vous avez été sensibilisé assez tôt au problème de l'apparence dans votre identité. Et ça vous a beaucoup, quelque part, en fait, en même temps, fait connaître malheureusement la discrimination assez tôt, mais paradoxalement, d'après vous, ça vous a aussi aidé à grandir, à dépasser cette discrimination. Oui, absolument. Je suis né dans les années 70. Je suis issu d'une famille d'origine jamaïcaine. Et dans les années 70, à Longueuil, sur la rive sud de Montréal, la communauté noire était très minime. En étant de couleur noire, un nom anglophone, puis à l'époque aussi, il y avait la rivalité entre les francophones et les anglophones. Donc vous viviez deux discriminations, celle d'être de couleur noire et en plus d'être plutôt linguistiquement anglophone par rapport à l'identité. Oui, c'est par rapport que l'ensemble de la communauté de Longueuil était très francophone à l'époque. Mm-hmm. Donc, eux, comme les gens se demandaient, OK, mais comment ça que vous vivez ici, vous venez d'où, pourquoi que votre nom est différent et de nous, pourquoi qu'on avait un accent aussi. Malgré que nous, on croyait qu'on n'avait pas d'accent. Mais sauf que mon père a quand même un accent très prononcé. Alors, c'est un accent anglophone ou un accent... Un accent antillais. Antillais, oui, antillais. Okay. D'accord. Et aussi, ma mère, elle nous disait, mais écoutez, le racisme, c'est seulement de l'ignorance. Les gens ont peur que vous êtes différent d'eux. Mais tout le monde le vit. Tout le monde vit de la discrimination. Tout à fait. Il y a les femmes, il y a comme les gens qui sont plus grands, plus petits, plus beaux, plus laids, les personnes avec des lunettes, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux. Donc, tout le monde est discriminé également. C'est ça qui vous a permis de vous sensibiliser tout de suite à l'apparence, quoi? Oui, à l'apparence, oui. Parce que moi, je me rappelle qu'à la fin des années 70, ma mère avait reçu une lettre d'une voisine, parce qu'à l'époque, à Longueuil, la population était quand même assez pauvre. Et même encore, c'est pas la population qui est la plus riche. Et puis, dans la lettre, on mentionnait que c'était impardonnable de voir des enfants noirs bien habillés et polis. Parce que tes parents, vos parents... Mes parents mettaient beaucoup sur l'apparence, sur notre apparence, oui. Mm-hmm. Il fallait qu'on se démarque de tout le monde. Non seulement parce que nous étions noirs, mais sauf qu'il fallait qu'on soit toujours propre et bien mis. Et dans les Antilles, c'est comme ça aussi. Dans les Antilles, les gens coiffent très bien leurs enfants, ils les habillent très bien pour aller à l'école, dans n'importe quelle sortie. Donc, eux ne comprenaient pas pourquoi que nous, on était toujours bien habillés. Alors, et ça, donc, vous avez été confronté aussi rapidement aux préjugés de certains voisins, en fait? Oui, oui. Que des voisins. Est-ce que c'était une pression que vous sentiez au quotidien ou c'était de temps en temps? Nous sommes nés ici, donc pour nous, c'était normal de le vivre. Mm-hmm. Alors, vous découvrez aussi une dimension assez originale, je ne le connaissais pas, le phénomène de colorisme. Donc, au sein même de la communauté noire, donc, il y a des gens qui sont plus clairs, soit parce que dans certains cas, des descendants d'esclaves étaient issus d'une relation avec le maître, ce qui fait que les enfants étaient métis ou clairs. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, même si ce n'est pas forcément lié à du racisme, mais plutôt peut-être à des préjugés ou là aussi de l'ignorance? C'est du racisme. C'est du racisme. Oui, le colorisme, c'est du racisme. Et souvent, c'est que c'est la population plus claire qui se sentent supérieures aux personnes plus foncées. OK. Et puis aussi, c'est qu'on a vu dans l'histoire que les personnes beaucoup plus claires avaient plus de privilèges que les personnes plus foncées. Que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit aussi durant l'esclavage, la personne plus claire travaillait à l'intérieur de la maison. Elle était beaucoup mieux traitée. Et les plus foncés étaient dans les champs. Dans les champs. Et puis, il y avait aussi une dimension de... Alors, vous parlez aussi des médias, des représentations, ou dans les films. Souvent, c'était des noirs assez clairs, issus justement de cette... soit de cette, de cette relation avec le maître, ou alors du métissage entre la communauté. Oui, et puis aussi, on voyait à l'époque
de l'esclavage qu'on appelait the Free Negroes, qui étaient les esclaves en liberté. C'était souvent les plus pâles. Donc, il y a eu aussi, de génération à génération, que le colorisme a pris de l'ampleur. Alors, il y a un autre phénomène sur lequel, bon, vous parlez on a commencé à aborder le sujet, mais le skin bleaching. Oui, le skin bleaching. On voit sur les tablettes très souvent dans les salons de beauté pour les personnes plus foncées ou noires, même chez les Indiens. On trouve des crèmes éclaircissantes. Que les gens mettent des crèmes éclaircissantes. C'est qu'en fait, ça fait snob de pouvoir se blanchir, qu'on voit ça dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Et puis aussi, et non seulement ça, mais on retrouve aussi que beaucoup de femmes noires se mettent, qu'on appelle en anglais un relaxant. Un relaxant, oui. Pour avoir comme les cheveux droits. Ah oui, pour être proche de la chevelure des femmes blanches, par exemple. Des femmes blanches ou des femmes indiennes ou des femmes... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte pas de honte, mais disons, de complexe vis-à-vis de certaines populations, enfin entre eux, une sorte de concurrence peut-être Oui, nous, très souvent, on dit que c'est encore... On a encore comme l'esprit d'esclave. De vouloir ressembler beaucoup plus aux Blancs aux Occidentaux. Que de s'assumer, comme certains le font. Que s'assumer, oui. Comme Martin Luther King ou comme pas mal de personnalités qui assument clairement leur identité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, vous arrivez à dépasser ces différentes discriminations dans votre vie, à travers votre communauté et dans la confrontation avec des communautés plutôt caucasiennes, comme on dit. Et vous avez découvert aussi, là vous le disiez dès le départ, qu'il y a d'autres formes de discrimination, comme envers les femmes, les autochtones, les immigrés. Ça, vous êtes confrontés dans vos différents, votre travail, à une immigration qui a du mal à trouver un emploi, qui a du mal à faire reconnaître ses diplômes. Et donc là, même s'ils parlent français, vous constatez qu'il y a aussi là une discrimination. Oui, il y a une discrimination parce que, très souvent au téléphone, si jamais la personne a un accent français ou un accent étranger, ça met des barrières aussi parce qu'il y a des gens, moi, qui m'ont dit, ils ont vu seulement que j'avais un accent anglophone. Ils me posaient comme la question, votre première langue, est-ce que c'est l'anglais ou le français? Est-ce que vous savez écrire en français? Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez être fonctionnel en français? Oui, parce qu'ici, il y a une communauté, il y a 1 500 000 anglophones qui sont aussi québécois, qui sont là depuis 300 ans, donc ça fait partie de la réalité québécoise aussi. Oui, absolument. Alors que là, ils nient, à travers la question, implicitement, ils se demandent si vous n'êtes pas étranger, quoi, en fait. Et puis, oui, puis aussi, très récemment, on voit aussi la discrimination de la population arabe et musulmane, qu'ils ont de la difficulté aussi à se trouver des emplois dus Alors là, je rebondis parce qu'il y a un phénomène aussi qui a été étudié pas mal par les sociologues, c'est aussi ce qu'on appelle l'expression « les nègres blancs d'Amérique ». C'est-à-dire on a vu aussi les Québécois être... faire l'objet de discrimination, et en particulier lorsqu'ils allaient aux États-Unis pour trouver du travail, parce que malheureusement, il n'y avait pas de travail au Québec. Et donc eux-mêmes ont vécu de la discrimination historiquement. Et ça, vous l'avez rencontré, ça aussi? Oui, en étant jeune, très souvent, c'est que il y avait toujours une rivalité entre les anglophones et les francophones. Et les francophones se faisaient traiter de pea soup, de frog. Et puis, on disait qu'ils étaient mal éduqués, qu'ils étaient mal scolarisés. On voyait ça parce qu'à l'époque, à Montréal, surtout ici à Montréal, les anglophones avaient beaucoup plus que les francophones. Les francophones étaient des ouvriers. OK. Et est-ce que vous avez une explication à cette situation? Puisque vous êtes un spécialiste des ressources humaines, est-ce que vous avez pu voir qu'il y avait quoi? C'était la façon dont ils avaient accès à l'emploi ou à l'école? Enfin... Oui, très souvent que les francophones qui avaient des meilleurs postes parlaient l'anglais couramment, sans accent. Okay. Et puis même entre eux, ils parlaient en anglais. Ils ne voulaient pas
il ne voulait pas que les gens savent qu'ils soient francophones. Puis aussi, ils étaient beaucoup plus scolarisés. Donc, mais petit à petit, ils ont pris confiance en eux, puis ils ont affirmé c'est ça. On a vu aussi que dans les années 70 et 80 et 90, la population québécoise francophone se sont scolarisés. Ils ont de très grands postes. Ça correspond à la création du réseau des universités. Dans les années 70, l'UQAM, par exemple, toutes ces universités ont été créées à ce moment-là. Les cégeps. Et puis le premier référendum avec René Lévesque, et le deuxième référendum avec Lucien Bouchard. On voit qu'il y a une affirmation identitaire, la révolution tranquille, en fait. Oui. Et ça, comment vous l'avez vécu, ça, du point de vue de votre famille ou de la communauté haïtienne aussi? Vous n'êtes pas haïtien, mais il y a une grosse communauté haïtienne au Québec. Il y a une grosse communauté haïtienne. Il faut aussi penser que la communauté haïtienne, beaucoup sont venus ici dans les années 60-70 en étant des professeurs, en étant des infirmières, en étant de très grands médecins qui ont aussi influencé la communauté québécoise. Il ne faut pas aussi comme les oublier. Puis Haïti a quand même une très grosse histoire, une très grande histoire importante. Moi, il y a Toussaint Louverture, qui a été un des pionniers de la République dans l'histoire même, mais qui a été maltraité par la France, parce qu'il est mort en France. Là. Oui. Et l'histoire haïtienne, c'est pas seulement l'histoire des Haïtiens, mais c'est l'histoire de la communauté noire entière. Entière, oui. Parce qu'ils ont aidé toutes les communautés noires. Puis ils ont aidé aussi d'autres communautés de se défendre et de se débattre. Au Québec ou au Canada? De l'esclavage, oui. Aux États-Unis, partout dans le monde. Mm-hmm. Et puis, on n'en parle pas. La communauté noire doit absolument connaître l'histoire des Noirs. Alors ça, justement, je rebondis, c'est ça. Une des critiques fondamentales que vous faites à la communauté noire, c'est justement de ne pas connaître son histoire. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi c'est important justement qu'on connaisse l'apport d'Haïti à la défense des droits à travers le monde des Noirs africains ou d'autres communautés? Et est-ce que, par exemple, ça peut être aussi l'histoire de l'esclavagisme aux États-Unis? Le chemin Roxane, comment certaines associations militaient pour sauvegarder et échapper des gens pour les accueillir au Canada, par exemple. Connaître l'histoire des Noirs aussi, c'est aussi se défaire de beaucoup de choses. D'arrêter de penser que, c'est pas toute la communauté noire, mais certains Noirs se victimisent de l'histoire, de Jim Crow là aux États-Unis. Qu'est-ce qui est arrivé chez les Noirs? Mais sauf que il faut dépasser l'histoire, il faut aller au-devant, il faut se scolariser, il faut penser aussi que, il faut se donner les moyens de prendre en main son destin. Et se mettre ensemble, parce que dans la communauté noire, souvent, on voit que certains peuples ne s'entendent pas. Aux États-Unis, les Haïtiens, les Afro-Américains et les Jamaïcains, il y a une rivalité. Et les Africains aussi. Donc, si jamais on fait tous partie de la diaspora africaine, donc il faut s'entraider, il faut se comprendre. Il faut avoir aussi nos propres établissements. On n'a pas d'établissement vraiment solide dans la communauté noire. Ça veut dire que, comme l'équivalent d'un consulat ou d'une ambassade, c'est un lieu, je pensais à l'Institut Confucius, là, qui permet à la Chine d'avoir des comptoirs un peu partout, c'est-à-dire d'avoir des lieux de rencontre où on peut fédérer les gens de différentes cultures. C'est un peu ça. Il manque des lieux peut-être de rencontre? Il manque des lieux, mais sauf que, moi je me rappelle, chez la population noire, il y a le sickle cell anemia qu'on appelle. C'est, en français, c'est l'anémie falciforme. L'anémie falciforme est très populaire dans la communauté noire. Mais il y a 50 ans et 40 ans, ici au Québec, on pouvait à peine détecter cette maladie qui est très importante chez les Noirs. Mm-hmm. Donc, il manquait aussi comme des médecins noirs qui pouvaient comprendre. Surtout que maintenant, aujourd'hui, il y a un métissage
important au Québec de toutes les autres cultures. Les Québécois voyagent partout dans le monde. Les Québécois sont ouverts aux autres cultures. En fait, ça, c'est une tradition très ancienne, puisque quand il y a eu la Nouvelle-France, la plupart des Québécois, enfin toute l'Amérique du Nord a été découverte en grande partie, sauf peut-être les côtes Est, mais par des Québécois qui parlaient plusieurs langues. Donc c'est une sorte de tradition très ancienne, cette ouverture aux Indiens à l'époque. Même Champlain valorisait le métissage, le mariage avec les Indiens, une sorte d'intégration, pas d'assimilation, c'est justement la différence. Alors, j'aimerais revenir quand même sur cette notion de victimisation, je trouve ça intéressant, j'aimerais qu'on creuse un peu, parce que vous semblez en fait revenir vers vous, c'est-à-dire vers soi-même, en disant que chacun a une capacité de résilience qui lui est propre, une capacité à s'adapter, et il faut adopter un comportement sécuritaire pour se mettre dans une position non pas de victime, mais au contraire de maître de sa situation et refuser certaines situations où on peut se retrouver dans une position de victime. Et ça, vous trouvez que parfois ça manque comme réflexe, si vous voulez, chez les individus peut-être? Oui, chez la population en général, c'est que les gens se victimisent. Puis parfois, c'est que c'est tellement, que comme l'impact est tellement important que les gens ne peuvent pas penser au-delà de. C'est qu'il faut réfléchir à ce qu'on a vécu, puis c'est que ça devient seulement une expérience. Tout à fait. Tout le monde va vivre une expérience. Une forme de discrimination. Une forme de discrimination dans la vie. Et puis, il ne faut pas être victime de ça. Il ne faut pas être bloqué. Il ne faut pas être bloqué. Il faut l'intégrer dans son Il faut l'intégrer, il faut le vivre. Puis après ça, il faut aussi, après ça, qu'on dit en anglais, on dit flush it. Donc, on se débarrasse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rebondir aussi sur d'autres formes de discrimination. Alors, il y a l'identité biologique, ça c'est ce qu'on retient souvent, mais en discutant, en préparant cette émission, vous insistiez aussi sur, par exemple, ceux qui habitent dans la capitale d'un pays et ceux qui habitent en province. D'ailleurs, le mot province vient de territoire vaincu, qui est une expression latine héritée des Romains. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand les Parisiens descendaient en Bretagne, par exemple, dans ma région, ils avaient une attitude assez conquérante. D'ailleurs, la Révolution française est essentiellement une révolution parisienne, puisque peut-être que les gens ne savent pas, mais 90% du territoire français ne parlait pas français. Oui. Ils parlaient breton, occitan, corse, allemand pour l'Alsace, ou en tout cas un germanique. Donc il a fallu donc la Révolution française pour essayer d'harmoniser les langues. Donc là aussi, il y a une forme de discrimination qu'on a pu constater. Et c'est intéressant que vous reveniez là-dessus, puisque ça fait partie de cette... Moi, je l'appelle la discrimination sociale. Okay. Et nous sommes socialement différents. On vient de milieux différents. Et puis, qu'est-ce qu'on voit aussi dans toutes les sociétés? Puis, on a parlé auparavant, les personnes riches versus les personnes beaucoup plus pauvres. Les personnes scolarisées versus les personnes non scolarisées. Les personnes même vaccinées versus les personnes non vaccinées. Il y a toujours une discrimination. Et partout. On voit aussi une personne qui parle mieux français qu'un autre, une personne qui parle mieux anglais. Les accents en général. Et les accents en général. Pour moi, c'est une richesse, mais bon, c'est pas fortement pour tout le monde. Et puis, auparavant, on disait que des personnes... Bon, pour l'emploi, parce que moi, je travaille en ressources humaines, on disait qu'une personne qui était beaucoup plus grande et une personne plus belle, elle avait plus de chances de décrocher l'emploi. Ah oui, l'apparence encore, on revient à l'apparence. C'est-à-dire une femme belle, on ne jugeait pas par rapport à ses compétences, mais on disait, si elle réussit, c'est parce qu'elle est belle. Oui. Puis même encore aujourd'hui, je reste poli. Même encore aujourd'hui, on pourrait le ressentir dans certaines sociétés. Tout à fait. Et puis une personne, comme que vous avez dit aussi, le villageois versus le citadin et le campagnard, ils n'ont pas, comme les gens n'ont pas la même attitude. Tout à fait. Ils n'ont pas le même vécu. Parce que vivre en ville, à la métropole, versus vivre à la campagne, nos habitudes, notre quotidien est différent. Tout à fait. Donc, on voit aussi parfois une discrimination. On dit, ah non, mais lui,
il vient de la campagne, il vient de village. Alors, je voulais revenir sur l'histoire parce qu'on parle des autochtones. Là, en ce moment, ça a été d'actualité. On a redécouvert des centaines de tombes. Donc, il y a eu quand même certaines fautes. Alors, on n'est pas responsable du passé, mais au moins, on peut en parler pour, comme on dit, la communication permet au moins pas de pardonner, mais au moins de prendre conscience de certaines erreurs de notre passé. Et il est clair que le rapport aux Indiens ou aux Amérindiens, je ne sais pas comment les appeler maintenant, mais est lié aussi à une volonté. On a connu ça en Bretagne. Notre langue, on était encore 1 500 000 bretonnants dans les années 50, il ne reste plus que 300 000, donc on assiste quand même à la mort ou à la disparition de langues, de cultures, de communautés, et on sent que les communautés indiennes ont été prises dans une sorte de machine infernale à supprimer leurs racines historiques. Oui. Et comment vous réagissez face à cette actualité Est-ce que vous compatissez qu'il faudrait peut-être aussi un mois ou une journée de mémoire? Absolument. C'est une culture qu'on entend très peu. En anglais, on dit « they got silenced ». C'est qu'ils sont très silencieux. On a fait en sorte qu'ils soient silencieux. Ils ont passé une atrocité. Ils ont été mis dans des écoles pour les forcer à perdre leur culture, à perdre leur langue. Puis après ça, on les a aussi envoyés dans d'autres régions. Oui, il y a un déracinement complet, oui. Pour faire des barrages hydroélectriques et tout. C'est une communauté locale. Ils sont chez eux. Pour moi, et j'ai déjà dit aussi à quelqu'un, à un moment donné, et nous sommes rendus en 2022, pourquoi qu'il y a encore des réserves amérindiennes? Pourquoi que dans le Grand Nord, ils n'ont pas toujours accès à l'eau potable? Ils n'ont pas accès à l'électricité? Et comme nous, c'est très malheureux. Et puis, c'est une population aussi qu'on voit qu'il y a beaucoup comme d'abus, soit de l'alcool ou abus et des drogues. Tout à fait. La Bretagne est devenue, pendant une certaine période, alcoolique, c'était l'éthylisme surtout. On utilisait l'éther pour faire de l'alcool et ça a été terrible. On a vu ouvrir les premiers centres de traitement de la folie. Et ça, c'est souvent lié à une culture brimée ou qui n'est pas... ou qui ne peut pas s'épanouir, ça c'est clair. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous touchez un point essentiel, c'est qu'il y a différentes formes de déracinement. C'est-à-dire qu'il y a autant l'esclavagisme, on l'a vu, on prend une population d'un territoire et on l'amène ailleurs, mais il y a aussi la colonisation. Donc, il y a eu une forme de colonisation, c'est-à-dire on vient et on impose ses origines, son histoire. Alors, dans certains cas, pour l'infrastructure, il y a des choses assez positives, mais du point de vue intellectuel, cognitif, eh bien, les gens du Cameroun, du Sénégal, par exemple, on le voit avec le livre Le petit bout de bois de Dieu de Ousmane Sembède, il y a vraiment une imposition de culture étrangère dans une culture locale ancestrale. Alors, est-ce que vous pensez que l'école, l'alphabétisation peut être une solution pour, pas illuminer, parce que ça serait utopique, mais disons, améliorer la compréhension et la communication entre les cultures? Absolument. Il faut apprendre à communiquer. Il faut aussi apprendre à écouter. Puis, et comme que j'ai dit tout à l'heure, connaître son histoire. Chaque personne, chaque individu, chaque ethnie, chaque culture doit connaître son histoire. Et puis, ce n'est pas le cas parce que l'histoire a été changée avec le temps. Oui, puis en fait, quand on connaît mieux cette histoire, on peut aussi la quitter plus facilement ou en tout cas aller vers les autres. On peut faire le deuil. Et on peut faire le deuil, tout à fait. Et de son histoire. Et puis, c'est ça qui manque dans la communauté noire, c'est de faire le deuil de son histoire. Parce qu'on ne la connaît pas? Ou on la connaît mal? On la connaît mal, on ne la connaît pas, puis on est très mal informé. Parce qu'elle a été comme changée avec le temps. Et puis, pour faire son deuil, il faut connaître la vérité. Il faut connaître pourquoi.
Alors justement, je voulais conclure un peu avec vous par rapport à votre spécificité, le spécialiste de la gestion et de la ressource humaine. Quels sont les conseils que vous pourriez donner dans les entrevues, justement, pour éviter certains préjugés qui sont flagrants, genre est-ce que vous êtes né ailleurs parce que vous avez un accent, enfin, est-ce que vous pourriez donner quelques expériences que vous avez vécues vous-même, que vous avez assistées pour éviter ces préjugés dans, par exemple, un entretien d'embauche? Appliquer, oui, mais c'est comme... Et premièrement, son expérience de vie. Okay? Son expérience de vie, sa scolarité aussi. Il faut être confiant. La personne doit être confiante de décrocher l'emploi. Et puis, ceux qui embauchent aussi, et de ne pas avoir seulement une vision de la personne parfaite. Parce que la personne parfaite, on ne sait pas. Moi, c'est sûr et certain que lorsque je fais le recrutement et je vois des gens, c'est sûr et certain qu'il y a l'apparence, mais sauf que je me dis non, c'est pas ça que je veux voir, moi. Moi, je veux voir, est-ce que la personne peut faire... les tâches qu'on lui demande. Les tâches qu'on lui demande. Donc la compétence plutôt. La compétence. Il faut vraiment fixer sur la compétence, l'expérience, et puis si par exemple on demande un niveau de scolarité et le reste, il faut fermer les yeux. Donc c'est une affaire privée. Oui. Alors je vais conclure avec ça mais ce que je vais retenir, c'est que pour lutter, il faut éclairer. C'est-à-dire qu'en fait, pour limiter les préjugés, la discrimination et le racisme, il faut s'informer, il faut être curieux, il faut dépasser notre ignorance. Oui, parce que le racisme, c'est seulement de l'ignorance. On a peur de la différence de l'autre. Et parfois, on n'a pas tous les outils pour accepter la différence de l'autre. Alors, messieurs, dames, nous étions avec Joseph Winston Banks, que je remercie d'avoir voulu participer dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs du 1er février au 1er mars. Donc, chacun d'entre vous, je vous invite à réfléchir à cette histoire, mais aussi à dépasser la simple communauté des Noirs. Comme vous avez pu le voir, nous avons abordé des sujets universels. Alors, soyons curieux de l'un des autres et luttons par la connaissance et le savoir contre les préjugés et l'ignorance. Voilà, merci. Merci. Et à une prochaine fois.